un travail, hein. Oui. Oui, ça se voit, regarde. Alors on y va. Allez, on commence. Parti. Allez, on va. En haut, vous avez la tournerie, plusieurs sites, plusieurs. Il y a aussi les gens du voyage qui vivent jour et nuit sur le site et qui l'équipent principalement qu'en été pour les missions évangéliques. Ces deux groupes se connaissent mais ne se côtoient pas. Et ensuite, il y a aussi des cyclistes et des joggeurs qui passent selon la guerre et par là, mais ils semblent avoir aucune relation avec les autres groupes. Ensuite, de ces identités très marquées va découler un urbanisme spontané qui est vraiment intéressant sur ce site et qui nous a beaucoup marqué. Déjà, pour les jardins partagés, on a un urbanisme un peu à la manière des jardins ouvriers, avec des parcelles très en long qui sont desservies par des venelles. Et il y a deux passages sur le côté pour rejoindre ces venelles et qui sont assez significatifs parce que ce n'est pas juste des passages périphériques, c'est les endroits où on va se rencontrer. Et ensuite, il y a les urbanismes spontanés des campements des gens du voyage qui sont organisés par noyaux familiaux. Ça, c'est une famille qui et c'est complètement différent de l'organisation du camp des gens du voyage qu'un autre groupe nous a présenté. Il y a vraiment une idée de se retrouver autour d'une place et d'avoir une circulation principale pour amener les véhicules et des circulations un peu annexes à travers la forêt. Et ensuite, on a trouvé ça très intéressant de comparer l'urbanisme spontané au plan de cadastre. Et on observe qu'il y a vraiment des disparités. Ici, en vert, on a le tracé du cadastre. On voit bien qu'une seule famille rentre dans plusieurs parcelles, on va dire, officielles. On trouve des déchets tout le long des axes passagers et au bout de centres informels. Il y a des affichages officiels qui nous démontrent que ce ne sont pas seulement les gens du voyage, mais les jardiniers et aussi d'autres acteurs extérieurs qui venaient en continuant de penser que c'est une déchetterie, parce qu'avant c'était une déchetterie celui-là. On a des inondations, on va s'intéresser pas tant que ça aux berges dans notre projet, parce que ni les gens du voyage ni les jardiniers n'ont vraiment d'interaction avec ces lieux-là. Par contre, les inondations viennent jusqu'à inonder le bas des parcelles des jardins, ainsi que tout le long des berges, ce qui signifie que la nouvelle voie ferrée, qu'on a déjà exposée plusieurs fois, qui va devenir une piste cyclable pour les piétons, va devenir le seul chemin empruntable pour relier Angers quand ce sera piétonnier quand ce sera inondé. La végétation sur le site, c'est une clôture naturelle omniprésente entre les différents usagers. Par contre, elle est plus ou moins dense et aussi elle peut devenir perméable en hiver, visuellement en tout cas. Et à côté de ça, sous forme de chemin creux ou de voûte verte, ça peut être des chemins vraiment magnifiques pour les promeneurs. C'est juste que pour l'instant, on a quelques déchets. Et sinon, soit le jour, le calendrier, le moment dans l'année peuvent changer le désir d'inaccessibilité des usagers. Les gens du jardin, ils ont constaté des vols et du coup il y a des portails qui ont été mis en place par la ville, mais pour fermer le site la nuit, leur efficacité n'a pas été prouvée. Et ensuite les gens du voyage, eux, c'est lorsqu'ils partent en pèlerinage en mission évangélique l'été qu'ils souhaiteraient pouvoir fermer leur site pour être sûr qu'aucune autre famille ne vienne s'installer dans ces besoins. Et surtout pour l'instant, ils sont obligés de laisser un membre en arrière sur place, c'est vraiment un pèlerinage qui est très important pour eux. Ensuite, par rapport à notre volonté de partir de cet urbanisme spontané vraiment caractéristique du site, on a repéré un peu toutes les caractéristiques spontanées qui ont été mises en place et des caractéristiques d'organisation. Et on voit bien l'idée de tunnels verts et de chemins un peu informels à travers la végétation pour rejoindre des chemins plus formels. Et on voit bien que dans tous ces dispositifs-là, il y a une considération du naturel face aux usages. Et il y a aussi des choses qui fonctionnent moins bien.
En tant qu'usager extérieur, on a trouvé ça en tout cas, c'est que à chaque fois qu'on s'approche des zones utilisées, on ne sait pas comment on se situe, on ne sait pas où s'arrête le privé, où commence le semi-public et le public. Mais on sent qu'il y a des limites à ne pas franchir, on ne sait juste pas où elles sont, et ça engendre de la gêne sur ce site. Donc face à ces constats-là, on a quelques problématiques qu'on a affichées et qui sont aussi représentées à la Biennale. Ici par exemple avec Ascensé Studio et Christian Grèze, qui admettent que le principal échec de l'environnement autoconstruit, c'est le manque de vue d'ensemble et de cohérence d'un site. Ensuite, c'était cette question de valoriser les urbanismes spontanés actuels, c'était le pavillon danois et toujours Assemblée Studio qui juge que l'architecture passe par la reconnaissance de l'existant et par ajouter des petites touches nécessaires à l'amélioration de l'espace selon les formes déjà prédéfinies par leurs usagers. Donc Yuna a dit, il y a vraiment un sentiment de gêne qu'on a ressenti à la tournerie quand on s'est baladé. Et ce qu'il y a, c'est que pour éviter que le site devienne un non-lieu et que la beauté devienne accessible à tous, on souhaite en traiter les limites, mais sans non plus tomber dans le cloisonnement. Et ensuite, pour les déchets qui sont présents, qu'est-ce qu'on fait? On se dit que le tri, la déchetterie, ça ne va pas faire le propos, ce qui est un souhait de gestion, il a déjà fait si c'est ce qu'il voulait faire. Donc on cherche plutôt un système pour traiter une solution qui nous permettrait le réemploi ou l'utilité, enfin le poubelle, et une intervention sporadique de la ville pour les enlever et pas un truc de déchetterie qui supposerait qu'elle deviendrait de façon plus permanente, plus régulière. Et donc, à partir de ça, est apparu un schéma directeur avec des gares piétonnes qu'on va détailler plus tard et des axes à affirmer. On a un axe comme ceci et des axes dans l'autre sens qui sont pour l'instant ici un chemin informel et ici c'est la voie ferrée qui va rentrer en lien avec le carrefour qui est ici par exemple et ici c'est plutôt Saint-Laurent. Ensuite, au niveau des gares piétonnes, c'est des espaces qu'on imaginait d'interaction entre Angers et le site de la Tournerie. C'est des espaces un peu d'adressage. Ici, c'est le pont qui est emprunté par les gens du village pour rejoindre le carrefour, par exemple. Et donc, c'est une notion d'entre-deux et d'adressage qu'on va tenter d'amplifier. Là, c'est pour les jardins partagés, c'est pour traiter leur problème de déchets en nous proposant de finir la route tournante en y intégrant une bonne collective qui serait un espace où le programme c'est de l'échange, du stockage et du tri. Le tout, c'est ça puisse être déposable en voiture, de continuer la route pour créer une sorte de périphérique, mais pas seulement. Il ne faut pas que ce soit seulement passager. L'objectif, c'est aussi que ce soit un périphérique qui crée du lien pour accéder aux différents endroits collectifs du jardin. Par exemple, ici on a le bar et ici on a le tournoi de pétanque, enfin le place pour faire le tournoi de pétanque. Et enfin, pour les gens du voyage, les déchets, afin de marquer les chemins des promeneurs d'un côté et d'aider les accès au camp de l'autre, on veut proposer des sortes de murets, parce que le muret, ça permet de créer un urbanisme dans un lieu, ça permet de créer une direction. Et ce serait des sortes de poubelles modulaires de 60 cm de profondeur pour 80 cm de haut, où on peut assimiler, du coup, ce serait regrouper tous les déchets au lieu qu'ils soient dispersés sur tout le groupe. Avoir un ramassage sporadique. En conclusion, on cherche à améliorer les transitions du site à la grande et à la petite échelle. Ces trois propositions sont pour nous une piste de réponse pour positionner le site de la Tournerie sur une carte d'Angers, que ça devienne un vrai lieu. Merci. Alors maintenant, c'est la société des gens du voyage qui occupe le site de la Tournerie et qui vit dans une grande précarité, malgré la ville qui apporte quelques services. Et donc nous, on voit notre site comme un grand jardin. Donc on va vous dérouler les aspects qui ont été aussi pas mal évoqués par le groupe d'avant. Donc en fait c'est un périmètre en marge, donc on l'a déjà évoqué, en marge physiquement par rapport à la ville, donc coupé de l'autoroute, mais surtout, nous ce qui nous intéresse c'est qu'il est en marge par rapport à son développement et par rapport à sa façon d'exister. C'est un développement qui se fait
au gré des occupants qui sont bien occupés, au gré de la végétation, au gré des inondations. Et donc c'est un peu comme un grand territoire en friche, un grand jardin en friche. Mais dans cette friche, on ne voit pas de la pauvreté, mais plutôt une richesse de diversité, comme l'a évoqué. Donc ponctuée d'une grande biodiversité d'abord et de diversité d'usage. Donc l'absence de règles qui ne régissent pas du coup le territoire en rend un grand jardin un peu spontané où tout vit sans être contraint et où les jardiniers comme les gens du voyage s'implantent par leurs propres moyens et aménagent eux-mêmes leur espace et s'installent en communauté. Il y a une situation paradoxale sur notre site, c'est que d'un côté on a toute une partie qui est protégée par la ville, donc un site Natura 2000, et de l'autre côté tout est des problèmes de déchets comme l'a évoqué les filles, et ces déchets, la ville se contente juste d'implanter des panneaux pour interdire à certains endroits de déposer des déchets, plutôt que d'agir directement à la source du problème de ces déchets. Donc qui parle le mieux du jardin en mouvement, c'est Gilles Clément. Et son concept c'est le jardin en mouvement et on voudrait baser sur ses propos à la fois pour voir notre site et à la fois pour concevoir notre projet. Et donc il dit qu'il faut faire le plus possible avec et le moins possible contre et de conserver les espèces ayant décidé du choix de leur emplacement. Et donc c'est à travers ces propos que nous allons nous orienter. Donc d'abord, qui habite ce jardin? Les jardiniers l'occupent temporairement, mais les réels habitants du site, c'est les gens du voyage. Et on va expliquer sur leur situation. Donc à partir de 2000, ils viennent s'implanter dans des terrains vagues qui ne sont pas encore trop définis. En 2006, la ville s'en préoccupe et vient apporter des services minimums dans certaines aires et au fil des ans, ça va être un peu plus élargi et donc des réseaux d'eau et d'électricité vont arriver ponctuellement et des cabanes de chantier serviront de sanitaires. Mais nous, quand on les a interrogés, c'est qu'ils habitent quand même dans une grande précarité et leurs attentes, c'est d'abord de se sédentariser puisqu'ils sont ballottés d'air en air. Donc d'avoir un lieu à eux quand même, c'est leur but. De transformer en fait ces aires d'accueil en terrains familiaux et du coup d'avoir leur rencontrer un plus grand confort de vie. Alors comment ça a évolué depuis 2000 on distingue en fait des aires qui vont un peu se dilater, se contracter et au fil du temps et la position des caravanes ou des voitures n'est pas fixe et ils réaménagent tout le temps leur position. Et ces aires sont densifiées au fil du temps et ça a provoqué des bouts noirs de déchets qui, l'occupation montre que ça a des impacts quand même sur leur environnement. Maintenant, on zoome dans une partie plutôt particulière, comme un exemple. D'abord, comme vous voyez, en l'année 2002, la zone s'est agrandie. Et s'est agrandie petit à petit lui-même. Et après, depuis 2006, les réseaux sont arrivés. Et comme les sanitaires, qui sont en jaune, oui, comme vous voyez. Et après, puis en 2008, les éléments construits, ils sont en orange et comme ça. Et, mais ça c'est plutôt, ils ne sont pas fixés, c'est plutôt mobile. Donc pendant l'année 2000, pendant une période 2008 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, ça bouge un peu. Donc on prend cette idée et
Donc même si ces aires sont autonomes dans leur fonctionnement interne, elles sont quand même beaucoup liées au système vial de la ville et donc aussi elles sont liées dans le besoin vital par les réseaux de la ville qui sont minimales quand même. Et donc elles s'accrochent un peu à l'idée, les gens du voyage s'accrochent à l'idée que la ville va s'occuper d'eux un jour. Et sauf que nous, au lieu de contrer cette attente, c'est de diriger ces bulles, de les défaire un peu de la ville et que leur environnement leur apporte plus, qui permettent d'avoir un confort plus riche et généreux envers ses habitants. Et après, on a pris deux exemples dans le journal de Nice pour préciser notre idée sur le projet, comment répondre aux besoins des gens de voyage dans notre site. La première, c'est on a pris le Campmela en Inde. Il parle de comment on posait les réseaux de services dans une ville température, plutôt comme l'installation de l'équipement mobile. Et aussi, ça nous a beaucoup inspiré. Le deuxième, c'est plutôt une urbanisation à Mongolie. Il travaille sur les modules emboîtables, plutôt comme des pièces comme les Lego, qui sont ensuite reliées pour assurer assurer les distributions des services et des espaces. Ce module sont bien marchés et s'adapter facilement à les situations différentes et des situations plutôt particulières. Oui. Donc, afin de se défaire des réseaux apportés par la ville, on a imaginé des systèmes dans un premier temps qui pourraient subvenir à leurs besoins. D'abord l'eau qui est très importante, donc tout un cycle de l'eau qui pourrait être récolté via des bidons d'eau de pluie, ensuite épuré dans des bassins de phytoépuration et ensuite réutilisé. Comme ça, un cycle, et ces bassins de phytoépuration utiliseraient un compost qui pourrait se trouver dans les environs. Une autre chose importante, c'est l'énergie. Et donc on a imaginé un système de méthaniseur, toujours avec un cycle. La biomasse qui serait récupérée pourrait permettre le compost, et également la sure qui servirait de substrat pour les toilettes. Et tout ça, oui, dans une toilette sèche, tout ça irait dans un méthaniseur qui produirait du gaz et qui pourrait alimenter les caravanes en électricité. Donc, en plus de ces besoins élémentaires à chaque être humain, il faut s'adapter aussi à la vie particulière des gens du voyage qui sont même s'ils veulent se sédentariser, ils ont quand même l'esprit du voyage, ils sont bien attachés à leur caravane. Et un deuxième point, c'est qu'ils vivent beaucoup en extérieur. La plupart, leur zone, en fait, c'est comme leur maison. L'espace intime, ça sera la caravane, et l'espace extérieur, c'est leur lieu de vie commune. Et ils vivent également en regroupant en famille. Donc une aire, en fait, c'est une grande famille. Dès que la famille s'agrandit, l'aire se peuple plus. Donc face à cette densité évolutive qui évolue soit au fil de la journée, soit au fil des années ou des dizaines d'années, on a imaginé des différents systèmes qui pourraient s'adapter aux besoins mouvants et mutables, qui pourraient s'adapter soit à une, à 10, soit à une dizaine de personnes. Et pour faciliter les pratiques d'usage propres à ces gens, des mobiles tout-terrain seraient imaginables, des mobiles soit déployables, qui pourraient se contracter et se dilater comme se font les airs, ou raccordables entre eux, qui pourraient partir pour revenir. Et ça pose aussi l'idée de à qui appartiennent, comme la production d'énergie ou des espaces qu'on pourrait créer comme des sanitaires, ou à qui appartiennent est-ce que c'est des espaces qui peuvent devenir individuels comme collectifs,
ou c'est l'espace purement individuel qui resterait privé et qui pourrait partir avec eux. Et voilà, cette question du privé-public au sein de l'air ou au sein de la grande zone du site de Tourmalie nous préoccupe. Ok. Merci. Allez, un peu de concentration. 6 minutes. 40. Donc on va se faire un petit peu, mais c'est pas grave. Le territoire qu'on a étudié, donc il est au nord d'Angers, entre Écouflant et puis la Cartillon, on peut dire. Il est au bord de la Sarthe, donc la Sarthe qui a de la laine. Et il semble répondre, en fait légalement il appartient à la ville, mais il semble répondre morphologiquement, on va dire, au code de la campagne. La Sarthe est un bassin qui déborde de 220 février. Les berges sont inondées entièrement jusqu'à la forêt. Et vu que c'est des berges naturelles, le débord. Bon, ben voilà, on passe à la question. Le territoire est dessiné par 3 limites identifiées. Au sud, on a l'autoroute A11 qui va vraiment marquer une réelle rupture de densité et qui fait apparaître en fait cette ville campagne. À l'ouest, on a la Sarthe qui va déterminer les berges. Et puis au nord, on a le chemin de la Tourmalie qui incarne cette limite légale entre Angers et Écouflant. La fracture de l'autoroute, elle n'est pas seulement visible en plan. Sur place aussi, on la ressent beaucoup puisqu'elle est surélevée. Elle obstrue en fait la vue sur le quartier de Montplaisir. Et elle va du coup faire le territoire isolé en limitant ses accès. Et puis par ailleurs, il y a aussi les nuisances du bruit liées au flux des véhicules. Et ces paramètres d'enclavement vont vraiment desservir ce territoire. Le manque de lien ne se situe pas seulement entre Angers et les territoires, mais également au sein du même. Sur place, il y a plusieurs aires de gens du voyage, environ 6, également des jardins familiaux. Et ces deux entités entretiennent des relations courtoises, mais il n'y a pas de réel échange. Et ce défaut de connexion au sein du même lui confère un caractère d'archipel, qui fait de lui un potentiel espace d'extension urbaine et du coup le met dans une position menacée. Cette menace constitue notre fond. Nous voulons inscrire l'archipel pour sauver les richesses qui le composent. Et le paysage constitue un de ces points. Sur place, on peut profiter donc, de différentes séquences paysagères très agréables, forêts, plaines, puis berges naturelles. Et ce patrimoine naturel inondable est protégé comme l'a dit Caroline. Mais il est très peu fréquenté et il semble dommage justement que personne ne profite de ce grand spectacle. La richesse de ce paysage se retrouve dans sa faune locale. Une vingtaine d'espèces d'oiseaux habitent une partie de l'année sur les berges et sur la forêt de mai à septembre. Et puis une autre richesse est le savoir-faire de la terre, c'est les jardiniers. Aujourd'hui, le travail de la terre est moins maîtrisé qu'auparavant et ses connaissances sont d'actualité avec les questions écologiques qu'on rencontre. Et donc il semble vraiment important de défendre ces jardins familiaux qui exploitent aujourd'hui la terre fertile de l'archipel, mais qui demain dépendent finalement de la volonté de l'homme. Notre intention, c'est donc de sauvegarder le territoire de l'archipel en valorisant les richesses locales existantes. Et pour cela, il convient d'améliorer les accès, que ce soit piétons, cyclistes ou automobiles. Cela permettrait aux habitants de Montplaisir, donc les quartiers limitrophes, de bénéficier des ressources de l'archipel et ainsi à long terme d'inscrire ce territoire comme indispensable pour les habitants angevins. Pour connecter l'archipel au reste de la ville, il nous semble important de recréer des liaisons au sein des entités qui le constituent, et cela en développant les échanges et les relations entre les usagers du site. Cela permettrait ainsi de maintenir une vie collective sur la place et d'affirmer encore plus l'identité de l'archipel et de contrer toute menace. Nous sommes conscients qu'il est difficile que cette volonté prenne corps à court terme, et c'est pour ça qu'on a cherché un point de croisement entre ces différentes populations. Et donc les enfants sont apparus comme un dénominateur commun aux habitants de Montplaisir, aux gens du voyage et aux jardiniers qui sont retraités pour la majorité, donc potentiellement grands-parents. Notre objectif est donc de
ressources de ceux-ci par le biais d'activités destinées aux enfants. Nous proposons ainsi des ateliers pédagogiques de jardinage ainsi qu'un espace de production culinaire dans une optique d'exploiter ce que les enfants ont récolté. Ça nous paraît pertinent dans cette optique d'apprentissage. Nous souhaitons également mettre à disposition des espaces d'observatoire pour mieux découvrir la faune locale. Ces activités seraient organisées dans le cadre d'un partenariat entre une association locale et la Maison pour tous, qui est la maison de quartier de Montplaisir, ou encore dans les écoles de Montplaisir, comme l'école Paul Valéry qui se situe à proximité. Pour mettre à disposition ces espaces d'activité, la plaine entre les berges et la forêt apparaît comme un point de rencontre entre les différentes richesses que nous souhaitons, auxquelles nous souhaitons sensibiliser les enfants. En effet, les oiseaux sont situés au niveau de la berge et au niveau de la forêt, la plaine était entre ces deux espaces. Par ailleurs, le territoire va subir des inondations une fois par an, ce qui confère une terre riche et fertile et donc c'est propice aux cultures. Notre intention est de valoriser ce territoire de nature en le transformant le moins possible. La route qu'on voit ici au bout nous servirait d'accès de sécurité puisqu'en faisant enfant, c'est nécessaire. Et on a décidé de s'implanter plutôt au sud du site de l'archipel pour laisser un espace d'intimité au long du voyage. Nous avons déduit le temps des séjours au jardin aéré grâce aux différentes temporalités d'études. Ainsi, de février à octobre, sur des temps courts, on pourrait proposer en partenariat avec les écoles de Montplaisir des temps courts, notamment des journées découvertes. Et durant les vacances de février, de Pâques et d'été, s'organiser sur des temps plus longs, en partenariat avec la Maison pour tous, avec pourquoi pas la possibilité de dormir sur place pour observer des rapaces nocturnes. Nous souhaitons donc nous implanter de manière temporaire, être là lorsque les inondations nous le permettent, et donc enlever nos structures lorsque les inondations seraient de retour. Pour cela, on pensait à des structures démontables et adaptables en fonction des besoins, et ce dans la même optique que le pavillon du Pérou qui propose des écoles démontables et adaptables. À une échelle qui est plus petite et qui va être plus en relation avec nos espaces, on s'est intéressé à l'exposition de Jean Prouvé sur Jean Prouvé qui présente 12 architectures démontables qu'il a proposées de 1942 à 1969. Et c'est venu nous informer sur les techniques de mise en œuvre de ce genre de structure démontable. En scénario d'accès, on pensait partir en quart de la maison pour tous par exemple, venir se stationner ici sur le parking qu'on va organiser dans un projet commun dans le grand groupe, puis accéder à pied jusqu'à notre centre aéré. En première esquisse du projet, on pensait travailler des structures ponctuelles. Donc en premier, on verrait sur notre site le local associatif, puis un espace d'activité calme qui mènerait ensuite à un espace de cuisine et au niveau des berges, des jardins pédagogiques. Il y aurait aussi 2 observatoires, l'un en bord de berge et l'autre en lieu. Pour conclure, ce projet de jardin aéré viendrait inscrire durablement notre site en invitant les populations alentours et locales à découvrir les potentialités de l'archipel. Merci.